Le but, ça va être de discuter un petit peu de comment on organise les partenariats de A à Z. Comment on entame des discussions, comment on les sécurise, comment on va cadrer le projet dans un contexte de partenariat et comment on va négocier le contrat et le mettre en place. Ensuite, on fera un petit focus sur certains points particuliers, notamment parce que depuis quelques années, il y a des optimisations financières qui sont possibles. Il y en a des bien connus comme le CIR, il y en a des moins connus comme l'IP Box. Donc on va essayer de débroussailler un peu ces aspects. Donc quand je parle de projet R&D, c'est un peu un fourre-tout, j'entends aussi projet d'innovation, même si d'un point de vue fiscal, l'innovation et la R&D, c'est deux sujets séparés. En R&D, ce qu'on appelle R&D, normalement, c'est défini au niveau européen par ce qu'on appelle le manuel de Frascati. Donc si un jour vous vous ennuyez, notre ancien inspecteur des impôts qui est là le connaît par cœur, puisque c'est la définition qu'utilise l'administration pour vous enlever votre CIR ou vous le ou vous l'octroyez. Un exemple de projet R&D, pour vous montrer à quel point ça peut être vu de manière assez vaste. Alors là, j'ai pris un exemple biotech, je sais que vous n'êtes pas tous de la biotech, mais les principes dont on va discuter sont applicables d'un projet à l'autre, enfin d'un domaine à l'autre. Là, je prends l'exemple, par exemple, vous êtes une entreprise, vous avez développé une bibliothèque de molécules, vous voulez identifier un candidat qui soit intéressant pour une application, vous allez faire un screening par une université. Ensuite, vous avez identifié votre candidat, vous voulez vérifier que c'est le bon choix, vous allez faire appel à ce qu'on appelle une CRO, une société de recherche contractuelle. Vous allez faire appel à un formulateur pour obtenir une composition. Vous allez industrialiser tout ça avec un partenaire industriel, ce qu'on appelle en biotech une CMO. C'est juste pour vous montrer un peu un schéma classique de prestation R&D. La R&D, c'est pas nécessairement du fondamental, c'est pas nécessairement le fait de faire avancer la science fondamentale, ça peut vraiment arriver à des applications beaucoup plus concrètes, comme des recherches sur la stabilité pour être sûr que votre composition tienne dans la durée, des recherches sur le fait que votre composition n'ait pas d'effets secondaires auxquels vous vous attendiez pas. Mais quand je parle de projet R&D, je mets vraiment tout dans le projet. Je organise un peu cette présentation sur la base de la chronologie du partenariat. La chronologie du partenariat, en général, vous allez commencer par discuter ou vous échanger du matériel, que ce soit du logiciel avec une licence d'évaluation, une lignée cellulaire, que ce soit de l'information purement sur le papier. Tout ça, ça rentre dans ce que j'appelle la sécurisation des échanges. Une fois que vous avez sécurisé ces échanges, vous allez pouvoir cadrer le projet, donc cadrage technique. Là, c'est peut-être évident, mais je préfère remettre quand même le contexte de la chronologie. Vous allez avoir une phase de négociation, de contractualisation. Ensuite, vous allez exécuter le projet, exploiter les livrables. Mais vous pouvez avoir besoin de splitter les négociations à tout moment pour séparer deux projets, d'abandonner les négociations, de réviser votre projet, d'engager un process d'amélioration continue pendant votre phase d'exploitation, ou d'abandonner. Et tout ça, tous ces scénarios pas prévus, entre guillemets, si vous avez bien cadré votre projet, vous n'êtes pas censé remettre en question tout le fond de votre partenariat, si c'est bien préparé. Pourquoi j'appelle cette formation sécurisée et optimisée? Parce qu'on va venir sécuriser notamment les apports de chaque partie, parce que vous démarrez rarement un partenariat de zéro en disant vous avez en général des connaissances propres, on va voir ce que ça veut dire derrière pour les personnes qui connaissent pas. Vous allez sécuriser vos échanges avec la confidentialité, sécuriser la propriété industrielle sur trois aspects, la propriété, la liberté d'exploitation et l'exclusivité. Vous allez gérer des aspects de concurrence, des aspects financiers, la prise de décision. Donc tout ça, c'est ce que j'appelle sécuriser. Mais surtout, les contrats, ils sont pas censés vous ralentir, ils sont censés vous permettre d'optimiser. Si vous avez les bonnes bases, vous allez pouvoir accélérer vos négociations, fluidifier le déroulement, prévoir les changements et l'échec, et surtout avoir de l'optimisation financière. Donc là, c'était un petit peu l'intro. Je sais que j'ai tendance à partir, parce que je fais ça depuis 10 ans, j'ai tendance à partir directement sur des sujets précis. Je vais quand même rappeler quelques notions qui sont nécessaires pour pouvoir comprendre les accords R&D. Les connaissances propres, ça va couvrir 3 sujets, si c'est bien rédigé. On va couvrir ce que vous aviez déjà à la signature avec le client, ce qui était sous votre contrôle. Par exemple, vous avez une licence exclusive sur tel ou tel modèle. C'est pas vous qui l'avez développé, vous n'êtes même pas propriétaire de la propriété intellectuelle, mais c'est sous votre contrôle, donc c'est considéré comme étant vos connaissances propres. Ou alors, vous allez les développer indépendamment au cours du contrat. Alors développer indépendamment, ça va dépendre des définitions que vous mettez dans votre contrat, hein. Vous pouvez avoir de la propriété intellectuelle qui va être considérée comme résultat propre parce que votre définition prévoit ça comme ça. Mais vous, si vous avez par exemple un modèle et que vous allez l'améliorer, le modifier pour le projet, potentiellement, vous allez appeler ça des connaissances propres si vous avez... Ça, c'est la manière de réussir à garder la propriété des évolutions de sa propriété intellectuelle. Vous allez mettre les connaissances propres, c'est mon matériel avec un grand M, toute modification, toute adaptation, toute révision de ce matériel. Ça marche pour du code source, ça marche
pour du matériel physique, ça marche pour beaucoup de choses. Les connaissances nouvelles, c'est tout ce qui va être... alors c'est la slide suivante, excusez-moi. Tout ce qui va être généré dans le cadre du projet. La notion de dépendance, quand je parle de dépendance, je vais en parler 2-3 fois dans la présentation, c'est que c'est pas parce que vous allez générer quelque chose dans le cadre d'un projet, même si vous payez, que c'est libre d'exploitation. Vous pouvez avoir une dépendance entre vos résultats et des connaissances propres que vous avez mis à disposition. Je prends l'exemple du modèle, encore une fois. Si vous payez quelqu'un pour développer un modèle de lignée cellulaire qui est parfait pour l'application de votre client, sauf que si vous êtes parti d'une lignée cellulaire à vous, ben vous avez amélioré vos connaissances propres. Mais du coup, ce que vous allez céder au client, là je prends l'exemple du client parce que c'est le plus simple, ne sera pas libre d'exploitation, parce que vous, si vous avez par exemple un brevet sur cette lignée cellulaire de base, si vous lui octroyez pas une licence, il peut rien faire de sa lignée cellulaire. C'est ça que alors vous me dites si c'est pas clair, hein, c'est ça que j'entends par notion de dépendance. J'ai pris un exemple biotech, mais si je prends un exemple logiciel pur, c'est très simple. Vous avez développé un logiciel, un client vous demande un plugin, c'est pas parce que vous lui avez développé et cédé le plugin qu'il peut s'en servir si la base du logiciel vous appartient toujours. Au niveau des droits, quand je parle de droits à prendre en compte, on va en général en citer 3 principaux. Le droit de propriété, que ce soit en totalité ou par quote-part, le droit d'exploitation, que ce soit gratuit, onéreux, exclusif, pas exclusif, dans un périmètre qui soit géographique, sectoriel. C'est pas parce que vous êtes propriétaire de quelque chose que vous avez le droit de l'exploiter, ça c'est ce que j'expliquais là sur la dépendance, et c'est pas parce que vous avez le droit d'exploiter quelque chose que vous êtes propriétaire. Quand vous êtes licencié de quelque chose, vous avez le droit d'exploiter. Vous prenez tous les spin-offs d'universités qui se créent, qui gardent les résultats en copropriété avec l'université, ils sont pas propriétaires en totalité, et pourtant ils ont souvent les droits d'exploitation exclusifs. Donc voilà, il faut bien séparer la notion propriété-exploitation. Quand on dit « j'ai les droits de pays », ça veut rien dire, il faut être plus précis que ça. Et ensuite, il y a un dernier droit qu'on a tendance à oublier, c'est la désignation comme inventeur. C'est le fait d'avoir le droit d'être cité comme inventeur. En droit des brevets, c'est vraiment particulier, il y a les inventions de mission, et il y a les inventions hors mission attribuables. Et les inventions hors mission attribuables, c'est soit dans le secteur d'exploitation de l'entreprise, soit avec les moyens de l'entreprise. Ce que ça veut dire hors mission attribuable, ça veut dire que vous avez le droit d'acheter à un juste prix l'invention. Alors que sur l'invention de mission, c'est une rémunération automatique. Alors normalement, c'est une invention qu'on rajoute à la rémunération. Mais ce que vous décrivez là, c'est les inventions hors mission attribuables. Et en fait, la question, ça va être, est-ce que vous êtes vraiment dans le secteur précis de l'entreprise? C'est pas un secteur général, c'est pas la data au sens large. Ça va être, typiquement, vous faites une solution de géomarketing, la personne fait un logiciel qui sert à implanter ses filiales, vous êtes dedans, potentiel concurrent, potentiel bâton dans les roues du client. Là, vous êtes sur une invention hors mission attribuable. Quand je parle de droit de propriété intellectuelle, vous avez certes les brevets, ce qu'on appelle les inventions, mais vous allez avoir sur du logiciel du droit d'auteur sur tout ce qui est code source, et vous allez avoir du droit sui generis des bases de données sur tout ce qui est data. Ensuite, vous allez avoir du secret des affaires sur tout ce qui est algo. Par exemple, vous avez développé un nouveau modèle de machine learning, une nouvelle architecture de réseau de neurones pour votre nouvel algorithme d'IA. Vous savez que vous n'avez pas envie de faire un brevet ou que vous ne remplissez pas les conditions pour avoir un brevet, parce que c'est nouveau, c'est applicable industriellement, mais il n'y a pas de caractère inventif parce qu'en fait, c'est juste une bonne idée. Donc, vous allez vous rabattre sur le secret des affaires. Le secret des affaires, c'est quelque chose qui n'est pas... je vous grossis le trait, hein. C'est quelque chose qui n'est pas évident, qui est secret, qui a une valeur commerciale qui tient à ce secret. Et ça existe. Avant, ça existait dans la jurisprudence. Depuis 2018, ça existe dans le Code de commerce français. Et c'est tout à fait valorisable. Bon, on a des clients qui valorisent leur secret des affaires, qui l'immobilisent même dans leur comptabilité et qui l'exploitent sous forme de licence auprès de tiers. Ensuite, vous allez, je reprends du coup, secret des affaires, ce que les gens appellent le savoir-faire, les inventions qui vont être protégées soit par brevet, soit par certificat d'utilité, le droit d'auteur, droit sui generis des bases de données, et ensuite, selon vos secteurs, vous allez avoir d'autres droits que sont les topographies de semi-conducteurs, les certificats d'obtention végétale, les dessins, modèles, marques, nom de domaine, tout ça, c'est des titres de propriété industrielle. Quand je parle de droit de pays, je parle pas nécessairement d'un brevet ou de quelque chose de déposé auprès de l'INPI. Un secret des affaires, c'est un droit de pays. Première étape, sécuriser les échanges. Ça peut paraître évident, mais si vous avez un contrat, alors depuis la réforme du droit des contrats, votre négo, elle est confidentielle avec ou sans contrat, mais si vous n'en avez pas, vous ne pouvez pas identifier l'information communiquée. Vous pouvez avoir un litige sur est-ce que c'était vraiment confidentiel, est-ce que c'était connu ou pas. Pendant combien de temps vous devez garder le secret? Qu'est-ce que j'ai le droit de faire avec cette information? Il y a plein de choses qui, dans certains secteurs, je reprends les biotech par exemple,
L'accord de confidentialité, c'est dans les mœurs. C'est quelque chose, tout le monde sait qu'on ne commence pas une négo, une discussion sur un projet sans accord de confidentialité. J'ai une majorité de clients dans le digital, et l'autre partie dans les biotech. Je peux vous assurer que l'accord de confidentialité, c'est pas la majorité des gens. On arrive à donner accès à du code source à des gens qui vont être ajoutés sur le GitHub de la boîte directement, alors qu'ils n'ont aucune contrainte contractuelle. Qu'est-ce qu'on va définir? On va d'abord définir l'objet des discussions. Moi, mes clients, ils ne me mettent pas à discuter de la faisabilité d'un projet de recherche entre A et B. Ça, c'est inacceptable parce que si un jour il y a un litige, impossible de lier les échanges et les mails qui ont été échangés à ce contrat précisément. Donc par exemple, vous allez plutôt écrire quelque chose de plus précis, idéalement avec un scope of work attaché, mais bon, ça dans la pratique c'est trop lourd. Discuter de la réalisation d'essais visant à évaluer la performance d'un nouveau modèle d'étude du microbiome confidentiel et développé par A grâce à sa plateforme propriétaire. Là, vous avez identifié une plateforme propriétaire qui va être mise à disposition, un nouveau modèle d'étude, la réalisation d'essais, vous avez quelque chose de tangible. Si vous avez une data room, c'est mieux. Parce que du coup, si vous faites référence aux échanges à la data room précise, votre accord de confidentialité, il n'y aura aucun doute sur le fait que, vu que vous avez mentionné l'identifiant de la data room dans le contrat, et que normalement la data room trace tous les échanges, il n'y aura pas de litige sur le fait que ça c'était confidentiel ou pas. Ensuite, il y a toutes vos définitions dans le contrat, mais sur la période de temps qu'on a, je ne vais pas rentrer dans le détail des définitions. Vous définissez deux périodes. La première c'est la période d'échange d'informations confidentielles, et la deuxième, qui est le point B qui n'apparaît pas, c'est la durée pendant laquelle ces informations doivent être protégées. Ce que j'appelle la période d'échange et la période de secret. En général, vous allez être sur 1 an pour la période d'échange, par exemple, ou la durée du projet, et vous allez mettre une période de 5, 7 ou 10 ans sur la période de secret à partir de la fin de la collaboration. Si vous mettez une période de 5 ans sur un projet qui dure 3 ans, ça veut dire qu'en fait, vos résultats ils sont protégés 2 ans. On va définir qui divulgue et qui en bénéficie, ça peut être les deux. Mais si vous faites appel à un prestat, en général, ça va être le client, le divulgateur, et le prestataire, le bénéficiaire. Et les utilisations autorisées. Parce que si vous divulguez quelque chose, c'est pour que ça vous bénéficie. C'est pas pour que la personne l'utilise pour ses propres projets, même s'ils sont pas concurrentiels. Je rajoute un petit point sur l'accord de confidentialité. Si vous prenez votre accord de confidentialité et que vous voyez que de la confidentialité, il y a un problème. Il y a 3 pans à mettre dans un accord de confidentialité. C'est la confidentialité, la non-utilisation et la non-concurrence. Parce que vous allez divulguer quelque chose à Sanofi, par exemple. Ils n'ont pas besoin de divulguer pour devenir votre compétiteur, hein. Ils ont tout ce qu'il faut en interne pour développer et produire et devenir votre compétiteur directement. Donc la confidentialité ne suffit pas, il faut de la non-utilisation. Ensuite, si vous divulguez un algorithme, un projet de logiciel, vous allez divulguer aussi une méthode, une idée, une application, quelque chose qui n'est pas forcément confidentiel, mais la manière dont vous le réalisez est intéressante. Et sans utiliser votre code source, sans divulguer votre code source, ils peuvent devenir votre concurrent. Et c'est pour ça que je vous conseille de rajouter une clause de non-concurrence en définissant précisément votre secteur d'activité, en disant par exemple, si moi je reprends le logiciel de géomarketing, si moi je fais un logiciel de géomarketing et que je vais faire appel à un prestataire pour je prends une grosse société type développer une fonctionnalité sur mon logiciel, je vais mettre une non-concurrence qui dit qu'ils n'ont pas le droit de faire de logiciel de géomarketing suite à la fin de la collaboration pendant une période de X années. Alors attention, dans le code de commerce, il y a des limites de durée, mais ça permet d'éviter qu'un gros devienne un concurrent sans pour autant utiliser votre code source, sans pour autant utiliser vos bases de données. L'accord de transfert de matériel, alors matériel, c'est pas nécessairement du matériel physique, ça peut être du code source. Si vous transférez une base de données, si vous transférez du code source, vous avez besoin de mettre en place un accord de transfert de matériel ou une licence d'évaluation. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis 2018, c'est officiellement marqué dans le code de commerce, que le reverse engineering, c'est un mode d'obtention licite de secret des affaires. Oui, c'est autorisé. C'est autorisé, et si vous obtenez un secret comme ça, vous avez le droit de l'utiliser. Je vais vous montrer le texte juste après. Donc sans contrat, celui qui découvre des informations sur votre matériel est propriétaire de ces informations. Enfin propriétaire, c'est pas vraiment le bon... et détenteur légitime de cette information. S'il y a un brevet, vous êtes sécurisé. Mais normalement, votre brevet, il sert à divulguer une manière quelconque de réaliser une invention. Vous, peut-être que vous allez divulguer la meilleure manière de divulguer l'invention.
Or, cette meilleure manière, elle va être protégée tant qu'elle est secrète. Alors que la manière quelconque que vous avez mis dans votre brevet, si votre brevet expire dans 5 ans, tout le monde fait ce qu'il veut. Donc le contrat, il vient proroger dans beaucoup de contrats, notamment en pharmaceutique par exemple, votre process de bioproduction, votre process de stabilisation du composé, vous l'avez peut-être pas mis dans votre brevet. Et c'est votre contrat qui pourra vous obtenir une protection ad vitam aeternam, tant que vous remplissez les critères du secret des affaires. Vous devez mettre en place votre accord de confidentialité pour pouvoir identifier clairement que le matériel qui est transmis est confidentiel. Ou un accord de transfert de matériel dans lequel on met les dispositions de confidentialité. Mais ça date de 2018 et j'ai un peu l'impression qu'une majorité d'acteurs du marché, sur beaucoup de secteurs, ne savent pas que le fait de décompiler est autorisé. Donc, là, je vous ai aussi mis la définition de secret des affaires. Comme je vous disais tout à l'heure, elle n'est pas en elle-même la configuration ou l'assemblage exact d'éléments généralement connus ou aisément accessibles. Bon, c'est pas évident, c'est pas aisément connu. Ça revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait du secret. Et vous avez mis en place des mesures de protection raisonnables, mais bon, ça, normalement... Le cadrage du projet, vraiment, c'est la bête noire des projets que je rencontre. Ils font des super contrats où ils ont payé des avocats super chers, mais vu que le cadrage de projet n'est pas du tout bien enregistré, bien cadré, c'est une catastrophe. Ça va servir à quoi? À sécuriser votre contrat, mais aussi à l'optimiser. Vous allez rappeler les connaissances propres. Et du coup, le corollaire du fait de rappeler les connaissances propres, c'est de révéler les connaissances propres de l'autre partie. Identifier ou éviter des concurrents potentiels. On va le voir après, mais si vous avez identifié correctement les sous-traitants de votre partenaire, vous avez peut-être révélé un concurrent. Maîtriser votre flux d'informations et engager les moyens des parties. Parce qu'on vous dit dans le contrat, vous allez souvent mettre l'aspect financier. Ah, mais il y a aussi la mise à disposition du labo, la mise à disposition de serveurs qui sont en capacité de faire les calculs que vous voulez. Il y a des choses que... Oui, mais ça, c'est prévu. Oui, mais c'est prévu où? Si vous ne l'avez pas mis dans le contrat, vous n'avez pas engagé l'autre partie. Ça permet d'optimiser aussi parce que votre cadrage projet, si vous faites des demandes de... Enfin, normalement, vous l'avez fait, votre cadrage projet, puisque vous avez certainement activé des leviers financiers, qu'ils soient publics ou fiscaux. Et sur du public, vous avez répondu à un appel à projet, donc vous avez votre cadrage. Si vous faites du fiscal, vous avez votre dossier technique qui décrit le projet pour votre demande de CIR, ou de CICO, ou de CII, ou de JEI. Normalement, vous avez tout prévu. Vous allez pouvoir optimiser votre fiscalité en vérifiant notamment, par exemple, dans votre cadrage projet, que votre prestataire est agréé CIR, que vous avez bien un budget sur l'acquisition de droits de pays. Enfin, il y a pas mal de choses que vous pouvez optimiser à ce niveau-là. Vous allez clarifier le pilotage et permettre des sorties de projet. C'est juste des exemples de ce qu'on peut optimiser avec le cadrage. Quand moi, par exemple, ma trame de cadrage, elle prévoit à minima tout ça. Savoir où on en est stratégiquement et techniquement, savoir si on a la bonne compréhension de là où on se situe. Les signataires, quelles sont les entités juridiques qui vont signer? Est-ce que c'est des entités juridiques établies sur le sol européen ou français? Est-ce que c'est du public? Est-ce que c'est du privé? Parce que par exemple sur du public, depuis décembre 2023, il faut qu'il y ait eu un mandataire unique de désigner pour gérer les brevets. C'est ce type de choses, il faut être au courant. Donc leur statut, donc c'est de ça que je parle, statut public, privé, etc. Est-ce que les filiales sont impliquées? Est-ce qu'elles ont accès aux infos? Est-ce que vous les avez bien exclus explicitement ou pas? Les sous-traitants, comme je disais tout à l'heure, les agréments éventuels si vous voulez optimiser fiscalement. Ensuite, d'un point de vue purement concret, vous allez avoir les phases qui sont constituées de tâches, de milestones. Les milestones sont potentiellement des go-no-go et des livrables à chaque tâche. Là, vous êtes à peu près organisé. Je vous montrerai derrière, si vous voulez, j'ai un exemple vide. Au niveau des tâches, vous allez du coup dire quels travaux sont à faire, quand est-ce qu'ils sont à faire, même si c'est pas contractuel, vous pouvez indiquer des dates d'objectifs, la durée, les ressources qui sont nécessaires, où est-ce que ça va être réalisé, quelle entité est responsable si jamais il y a un sous-traitant qui s'en va, c'est à qui de s'assurer de retrouver quelqu'un pour le remplacer, etc. Et du coup, en parlant de sous-traitants, les tiers impliqués. Au niveau du pilotage, vous allez définir un comité technique, un comité stratégique. Là, je parle d'un vrai partenariat R&D. Des fois, vous n'avez pas besoin. Des fois, vous allez juste mettre c'est telle personne dans la boîte et telle personne dans la boîte qui se réunit une fois par trimestre. Mais sur un consortium ou sur un partenariat R&D normal, ça mange pas de pain d'organiser correctement ça et de dire que tout ce qui est phase, tâche, c'est le comité technique. Tout ce qui est dépôt de brevet, tout ce qui est augmentation du budget, etc., c'est le comité stratégique. Le coordinateur, c'est celui qui va organiser tout ça, qui envoie les agendas de réunion, qui gère avec le CPI le dépôt de brevet, etc. C'est quelque chose qu'il faut concrétiser. Là, j'ai mis mandataire commun, c'est celui qui va gérer les brevets qui sont conjoints. Vous avez par exemple fait quelque chose, il y a un dépôt de brevet conjoint.
Vous allez définir un mandataire. Comme je disais tout à l'heure, là j'ai appelé ça mandataire commun, mais depuis décembre 2023, dans le code de la recherche, vous avez le mandataire unique. À partir du moment où il y a du public d'engager dans un projet, ils doivent définir un mandataire unique. Et dès 533 et quelques, si vous êtes curieux, c'est tout nouveau. C'est enfin tout nouveau. Ça existait déjà avant, mais c'est bien concrétisé. Vous allez surtout définir les moyens financiers, humains, matériels, connaissances propres. Si vous oubliez les connaissances propres, vous pouvez vous retrouver tout à l'heure dans la notion de dépendance dont je parlais. Alors que si vous avez mis la case et qu'elle est vide, c'est beaucoup plus facile pour des gens comme moi derrière d'expliquer que ça a été du dol et que vous ne m'avez pas informé du fait qu'il y avait un brevet et que j'étais pas libre d'exploitation des résultats. Pourquoi je vous propose de définir le contexte? C'est parce que votre contrat il va contenir des clauses et il faut les contextualiser. Honnêtement, il n'y a pas grand monde qui le fait, mais définir ce que vous avez prévu de faire avec le résultat, ce que vous avez ce que vous avez comme plan, par exemple, une case vide, connaissance propre, plus un contexte technique et un contexte stratégique bien écrit. Si vous vous retrouvez sur une phase d'exploitation derrière où on vous dit ah non, vous ne pouvez pas le vendre, il y a un brevet. Si vous avez défini votre contexte stratégique où vous dites l'objectif de partie B, c'est de vendre à grande échelle le composé et que vous avez connaissance propre aucune, voilà, vous êtes ceinture bretelle pour expliquer qu'il y a eu du dol au moment de la signature, on vous a caché l'existence d'un brevet. Donc ça va être un peu le préambule. Dans le contrat, je vais reprendre quelques éléments de ce contexte, mais c'est surtout dans la note de cadrage technique où vous devez avoir quelque chose de complet qui permette à quelqu'un de comprendre le projet. Ça va appuyer aussi, alors ça c'est depuis la réforme du droit des contrats, il y a la notion d'imprévision qui est écrite dans le Code civil. La notion d'imprévision, c'est quoi? C'est de demander une révision du contrat parce qu'on estime que l'équilibre contractuel a été bouleversé. Ça rend l'exécution du contrat trop onéreuse pour une des parties. Si vous avez fait votre cadrage correctement, que vous avez expliqué le contexte, c'est beaucoup plus facile d'appuyer un recours à l'imprévision parce que vous n'êtes pas obligé d'utiliser des mails ou quoi pour montrer que vous aviez prévu de produire tel composé. Donc ça va permettre de contextualiser les clauses. Normalement, comme je disais tout à l'heure, vous allez l'utiliser pour appuyer vos demandes de financement, des gros jusqu'aux petits, que ce soit un financement européen, un PIA ou une bourse French Tech, dans tous les cas, vous êtes censé présenter votre projet. Ça va permettre de justifier les dispositifs fiscaux, comme je disais tout à l'heure. Pourquoi définir les parties? Donc, comme je disais tout à l'heure, vous allez devoir identifier précisément les parties. Bon, là, normalement, vous avez tous un certain niveau qui fait que j'ai pas besoin de rappeler les bases, mais le SIREN pour être sûr qu'on parle de la bonne entité juridique, le statut pour savoir si vous êtes sur un ORDC, donc un organisme de recherche et de diffusion des connaissances, vous allez pouvoir faire du CICO potentiellement, les filiales, les sous-traitants, est-ce qu'il y a des agréments? Ça va vous permettre de vraiment maîtriser votre flux d'informations et d'optimiser vos flux financiers. Les tâches, pourquoi je vous demande d'être aussi précis dans les tâches? Des fois on va me dire que c'est un peu trier les lentilles, mais si vous faites ça, vous serez capable de justifier une extension de délai, d'anticiper ce qu'il y a à acquérir, de comment vous allez l'immobiliser année par année. C'est quelque chose pour moi d'indispensable de venir dire qui va exécuter la tâche, ou avec quel sous-traitant, etc. Puisqu'après, votre DAF, votre RAF ou la personne qui gère la comptabilisation de toutes ces dépenses va pouvoir faire ses prévisionnels en conséquence. Si vous avez BIMI, que vous avez une connaissance propre, une licence sur tel brevet qui est nécessaire et qui coûte 100 000 euros, ça n'a rien à voir avec une prestation de service de 100 000 euros. Parce qu'il y en a une que vous allez sûrement immobiliser, étaler, rentrer en CIR pour de l'acquisition de l'API et vous aurez votre CIR sur les dotations des amortissements. Alors qu'une prestation R&D sur quelqu'un qui n'est pas agréé CIR, peut-être on va aller regarder si on peut pas avoir des subs. C'est des points vraiment à mettre sur le papier. Bon, après, il y a des cas particuliers. Si vous faites de l'international, avoir vos tâches, etc., ça permet d'anticiper les demandes de douane. Si vous avez du matériel biologique à envoyer au Canada, vaut mieux anticiper un petit peu avant, pour pas se retrouver à retarder votre projet. Les comités de pilotage, donc comme je disais tout à l'heure, on va avoir un coordinateur qui sera en général une personne physique, un comité technique, comité stratégique et mandataire. Le coordinateur, il va servir à convoquer les comités, à réceptionner les notifications, surtout. C'est le point principal d'un point de vue contractuel, c'est qu'il y ait une personne qui soit désignée comme destinataire des notifications si jamais il faut informer le consortium avec un grand C de telle ou telle évolution du projet, désigner quelqu'un. Parce que si vous mettez rien et que vous devez informer le consortium mais que vous ne l'avez pas défini, ça veut dire que vous devez envoyer un recommandé à toutes les parties, que s'il y en a une qui ne l'a pas reçu, votre notification n'est jamais arrivée. Le mandataire assure la gestion de la procédure. Tout le reste, je vous ai déjà expliqué tout à l'heure. Au niveau des moyens, en fait, moi, je pourrais vous l'envoyer, la présentation. Le but, c'est que vous ayez une checklist quand vous allez cadrer votre projet. Vous êtes censé avoir défini le montant, à quoi ça va servir, qui va recevoir les paiements. Au niveau humain,
combien de TP et quel diplôme. C'est un truc tout bête, hein, mais la qualification, souvent on l'oublie. Et du coup, on se retrouve, on voulait un ingénieur en data science senior qui a 20 ans d'expérience en algorithme, et on se retrouve avec un junior qui fait son alternance sortie de master. Des vraies histoires, hein. Ça, c'est des trucs que j'ai vus pour de vrai. Et du coup, c'est quand même plus facile. Plutôt que de prendre des mails où on montre qu'il y a eu un changement d'interlocuteur, c'est plus facile de l'avoir mis contractuellement. Si vous êtes sur de l'académique, surtout aux États-Unis, alors moi j'ai une déformation parce que je travaillais là-bas avant, mais on va nommer ce qu'on appelle le PI, le Principal Investigator, qui va être souvent la personne de référence chez votre partenaire public. Et souvent vous faites appel à cette université parce que vous voulez cette personne-là, que ce soit un expert sur vous travaillez sur la maladie de Duchenne, vous voulez cet expert-là qui lui est renommé mondialement. Si vous l'avez défini, vous pouvez justifier une rupture de contrat s'il disparaît. Matériel, donc vous allez en général avoir tout ce qui est immobilisable et puis tout ce qui est consommable. Les connaissances propres, donc comme je disais tout à l'heure, c'est tout ce qui va être existant préalablement ou qui va être développé indépendamment hors projet. Donc vous allez avoir tout ce qui est technologique. Vous allez aussi avoir du matériel propriétaire. Alors, je l'ai mis en connaissance propre, mais en vrai, c'est pas forcément, il n'y a pas forcément de droit de pays. Mais une lignée cellulaire, quelque chose que la personne a et vous voulez pas faire l'investissement de votre côté pour avoir cette même lignée, c'est peut-être une connaissance propre à prévoir. Des logiciels, des bases de données auxquelles vous voulez accéder, donc tout ça, vous le mettez dans votre cadrage projet. Donc ça, c'est juste un petit rappel de ce que j'ai dit tout à l'heure, hein. C'est le but de définir les connaissances propres, c'est de ne pas avoir de surprise, en gros. Que les gens se tiennent à leurs engagements et que vous évitiez de découvrir des restrictions a posteriori. La notion de term sheet. La term sheet, c'est les grandes lignes du contrat qu'on va mettre sur le papier. On va pas rentrer dans le détail, on va faire soit un tableau, je vais vous montrer un exemple, j'ai sorti un exemple derrière. Vous allez, par exemple, mettre gestion de la propriété intellectuelle, exploitation exclusive par telle partie. Là, au moins, c'est marqué. Évidemment, si on fait un contrat, on va le préciser beaucoup plus parce qu'on va expliquer les notions d'objectif, enfin, vous n'allez pas octroyer une exclusivité comme ça en disant oui, c'est exclusif, peu importe le chiffre d'affaires que vous faites. En général, vous allez avoir beaucoup plus de mécanismes à détailler. Mais la term sheet va vous permettre d'identifier des deal breakers directement. C'est-à-dire que si vous avez tout mis sur le papier, vos ambitions, ce que vous voulez faire des connaissances nouvelles, comment on gère l'amélioration continue, par exemple, vous voulez que s'il y a de l'amélioration continue, ce soit intégré en tant que connaissance nouvelle automatiquement et que ce soit soumis aux mêmes termes financiers, alors que votre prestataire, il avait prévu de vous facturer 500 000 euros de licence à chaque nouvelle version. Alors, au moins, si vous l'avez prévu, vous l'identifiez directement. Les rôles de chaque partie. Donc là, on est plus sur un point de vue stratégique. Par rapport au cadrage, on va être sur l'aspect plus contractuel. Moi, j'ai tendance, quand j'accompagne mes clients, à utiliser la term sheet tout simplement aussi pour diminuer leur budget. Parce que si on me demande un contrat de consortium, le contrat de consortium, il va me demander de rédiger quelques dizaines de pages tout de suite, alors que les parties ne sont pas mis d'accord sur la base. La term sheet, on va faire un document de 4 ou 5 pages, et au moins, on est sûr qu'on a levé la quasi-totalité des deal breakers avant de se lancer dans une rédaction de consortium plus importante. Le titre du contrat, petite précision, le titre du contrat n'a pas d'impact. Vous pouvez faire un consortium à deux. Vous pouvez faire un accord de recherche sponsorisé, ce qu'on appelle un SRA en anglais, qui en fait partage les résultats. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Ça sert à donner du contexte, mais ça sert par contre au guichet de financement et à l'administration fiscale. Parce que si vous ne l'appelez pas prestation de service R&D et que vous voulez faire rentrer ça dans un agrément CIR, bon courage. C'est bête, hein, mais ce qui compte juridiquement, c'est le contenu des clauses, mais il y a un petit contexte économique à garder à l'esprit. C'est que vous allez avoir les personnes impliquées sur le projet, les guichets de financement et l'administration fiscale qui seront aussi influencés par le nom de votre contrat. Le contrat est censé être la version détaillée et propre du contenu de la term sheet. Par contre, on peut tout à fait avoir une term sheet. Par exemple, si je vous donne une option de licence à négocier à lever dans les 6 mois de la fin du projet et à négocier dans les 6 mois suivants, sur la base des termes de la term sheet annexée en annexe 1. Là, on sait qu'on n'a pas encore négocié la licence au total, mais les termes qu'on a mis dans la term sheet devront à minima être présents. Moi, dans mes term sheets, je rajoute toujours cette petite phrase, sauf avis contraire du client. Dire que c'est pas un accord contraignant. Moi, j'utilise vraiment la term sheet comme un support de discussion pour que ça circule et qu'on dise « Ok, ça, on est d'accord, on est d'accord, on est d'accord, on est d'accord. » On a validé le fond avant même d'avoir rédigé un contrat normal qui
Enfin, vous prenez, ne serait-ce que s'il y a des brevets communs à gérer, il faut que vous gériez le choix des pays d'extension, il faut que vous gériez qui paye les annuités, qui a le droit d'engager des actions en contrefaçon. Vous vous retrouvez avec 3 pages juste sur la gestion du... Ou peut-être pas, vous vous retrouvez au moins avec 2 pages juste sur la gestion des brevets conjoints. Ça ne sert à rien dans votre négo, ça va être un débat entre avocats. C'est pas à 2 opérationnels de débattre de comment on gère des brevets conjoints. C'est à 2 responsables juridiques ou des conseils externes de se prendre le chou là-dessus. Là, la term sheet, c'est vraiment pour moi un outil pour accélérer. Juste pour vous donner une idée d'une term sheet, hein, je ne vais pas chercher très compliqué. On va avoir une liste de définitions sur qui octroie quoi à qui, qu'est-ce qu'on appelle de l'exploitation commerciale directe, de l'exploitation indirecte. Ensuite, je le fais de manière très chronologique. Le projet de développement, comment se passe l'exécution, la gouvernance, comment on révise le projet de développement, qu'est-ce qui se passe en cas d'échec. Puis ensuite, on a la phase d'exploitation, les modalités de la licence exclusive, la durée, ce qu'on a... Alors là, j'ai anonymisé un cas particulier, du coup, on a eu Humanitarian Purposes, mais c'était parce que c'est de la pharma. Mais vous allez avoir en phase d'exploitation comment on gouverne l'exploitation. Puis ensuite, je résume donc les conditions financières, la propriété intellectuelle, et comment est-ce qu'on a le droit de transférer le contrat, les annexes. C'est vraiment quelque chose, une term sheet, c'est vraiment fait pour identifier des deal breakers. Et normalement, ça n'a pas besoin de faire 12 pages pour identifier un deal breaker. Si vous avez été assez succinct, vous les avez identifiés. Donc juste pour vous montrer un cadrage projet, hein, ça c'est la trame que je donne à mes clients quand ils n'ont aucune idée de comment cadrer le projet. Une petite partie contexte qui est plus libre et qui sert surtout à interpréter. Et ensuite une partie organisation où je veux au moins voir qui prend les décisions, les différentes phases, si c'est des go, no-go ou pas, les différents lots de tâches pour chaque, avec les travaux, les moyens, la sous-traitance, les résultats attendus à chaque phase. Pourquoi je vous mets les résultats attendus à chaque phase, par exemple? Ben, quand vous aurez arrêté le contrat au bout de la 2e année sur 5, ben, il faudra être capable de définir ce que vous avez obtenu sans qu'il y ait de litige. Et ce qui risque de se passer, c'est que vous allez reprendre un projet qui était collaboratif, vous allez le reprendre en interne, 2 ans plus tard, vous allez passer en phase d'exploitation et votre ancien partenaire, il va dire: ah mais ce produit-là, il m'appartient. Alors qu'il a quitté le projet il y a 2 ans. Ben, si vous avez correctement phasé votre projet, vous êtes capable de dire: bah, il est sorti là, regardez, on avait ça. Puis normalement, de toute façon, quand vous faites une résiliation anticipée de contrat, vous êtes censé faire un petit état des lieux, un petit courrier de résiliation. Mais en tout cas, si vous n'aviez rien et que vous vous êtes pris le bec, vous n'avez rien signé, vous avez juste rompu les relations commerciales, au moins, plus vous êtes cadré, moins il y a de problèmes sur l'interprétation du contrat. Et toujours la partie identification des moyens nécessaires, où on va venir récapituler connaissances propres, moyens financiers, moyens humains, moyens matériels. Pas très compliqué et ça a quand même beaucoup d'avantages, que ce soit en interne, que ce soit comme référence contractuelle. Vous allez pouvoir utiliser ce document. C'est une version très simplifiée de ce qu'on va retrouver sur des réponses à des appels à projets, ce genre de choses. Donc les différents contrats. Celui que tout le monde connaît, c'est le contrat de collaboration R&D. On est 2 parties, on va faire quelque chose ensemble. Aux États-Unis, on a pas mal tout ce qui est award et contrats de recherche sponsorisés. C'est financé en général le public. En général, c'est le privé qui finance le public sur ce type de projet. Vous allez avoir les contrats de consortium avec plus de 2 parties. Souvent, vous allez retrouver ça dans le cadre d'appels à projets européens ou français, de la BPI, etc. Contrat de sous-traitance, faire appel à un sous-traitant qui réalise les travaux. Alors j'ai mis et transfère la propriété des résultats. Alors ça, c'est pas un acquis, hein. Je vous l'ai mis parce que c'est ce à quoi tout le monde s'attend avec une prestation de service. Mais c'est rarement le cas. Et d'ailleurs, si vous êtes CRO, je vous le conseille pas. Accord cadre de fourniture de services R&D, donc c'est la même chose, mais sous forme d'accord cadre. Ça veut dire que si vous avez une relation récurrente, en fait, c'est ce qu'on appelle un MSA, un Master Service Agreement en anglais. Si vous avez une relation récurrente toujours avec le même client, vous allez mettre en place ce type de contrat pour simplement exécuter de nouveaux devis à chaque fois qui font référence au contrat et vous ne vous retrouvez pas à rediscuter de la confidentialité, l'API, à prendre un avocat et compagnie. Vous avez juste des devis qui font référence au MSA ou des PO, enfin comment dire, des bons de commande qui font référence au MSA. Co-traitance, plutôt rare. 2 sous-traitants qui travaillent ensemble pour fournir les services à un client commun. Alors le CIFRE, c'est un contrat particulier. Pour ceux, je ne sais pas si tout le monde connaît, mais quand vous avez un doctorant et que vous voulez vous bénéficier d'un avantage financier de la part de l'ANR, l'Agence nationale pour la recherche. Il y a juste, je précise, il y a 3 sujets. Il y a la convention CIFRE qui est tripartite, il y a le contrat de travail
c'est sur celui-là qu'on va appuyer les CIR, etc. Dans le contrat de travail qui est bipartite. Et ensuite, on a la convention de copropriété qui n'inclut plus du tout le jeune docteur. Enfin, la personne physique. Donc on a vraiment 3 contrats différents avec des parties différentes. Au niveau des outils de négo, là on a parlé des types de contrats. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais il y a 4 avant-contrats qui sont bons à connaître. Le pacte de préférence, c'est là où vous vous engagez à proposer prioritairement à une partie le contrat si vous décidez de le faire. Typiquement, vous n'êtes pas sûr que si vous voulez lancer votre produit sur l'Italie, vous pouvez, si vous avez besoin que quelqu'un s'implique dans votre projet, vous pouvez lui octroyer un pacte de préférence sur le territoire italien pour lui dire que si jamais je fais le projet, c'est vous on vous proposera en premier. La lettre d'intention ou le MOU, normalement c'est le fait de s'engager à entrer en négo. En général, sur des lettres d'intention ou des MOU, on va mettre un peu plus de choses que ça parce qu'on va partir même sur de l'accord partiel. L'accord partiel, c'est le fait de définir un certain nombre de points déterminants. Je prends par exemple tout à l'heure, on a parlé d'annexer une term sheet. Si vous faites une option de licence en mettant une term sheet avec certains points, en fait, vous avez signé un contrat et un accord partiel sur la licence. Si je le prévois, tous les documents que vous signez sont contraignants, sauf si l'inverse est écrit dessus. Oui. Donc c'est pour ça que moi je précise dessus. Il ne s'agit pas d'un accord contraignant et je le répète encore en fin de term sheet pour expliquer le régime de la term sheet. Mais la term sheet peut tout à fait être contraignante. On peut décider de le rendre contraignant, mais moi je ne vous conseille pas parce qu'elle ne rentre pas suffisamment dans le détail. Moi, ce que je vous conseille, si vous voulez vous êtes pressé, en général c'est ce qui se passe, hein. Vous êtes pressé, vous voulez que le projet commence maintenant, on a négocié une term sheet, on va faire une lettre d'intention qui en fait est un accord partiel où on va écrire que les parties s'engagent à négocier un contrat sur la base de la term sheet dans les 6 mois suivant la signature de la lettre. Et comme ça, vous avez défini un cadre et que les avocats peuvent s'embêter sur les détails. Et vous commencez à travailler. Les principaux points de négo, on va retrouver au niveau du pilotage, donc le rôle des comités, des coordinateurs, des mandataires, comment on va prendre des décisions. En termes de propriété industrielle, on va définir, comme je disais tout à l'heure, les connaissances propres et les connaissances nouvelles. Et les 3 phases que sont propriété, utilisation, exploitation. Le dépôt de titre, on va le prévoir aussi. Ensuite, on va avoir la confidentialité et la publication. Et les effets des milestones, donc ce qu'on appelle les go-no-go, surtout sur des projets R&D. Si vous n'arrivez pas à atteindre votre phase, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? Donc ça, pour moi, c'est vraiment les points principaux. Donc vous avez vu, hein, ma term sheet est plus longue que ça, elle fait 4 pages, donc il y a plus de points que j'estime importants. Mais dans vos discussions préliminaires, il faut au moins discuter de ça si vous avez prévu de faire un partenariat R&D. Maintenant, j'ai des trucs un peu plus précis. Pour gérer les résultats, moi, dans 90% des contrats que je fais, j'adopte cette structure de définition. J'ai ce qu'on appelle les informations, qui sont définies de manière très large, comme tout, que ce soit matériel ou pas. Donc les dessins, les prototypes, les échanges, les emails, les communications, les posters tant qu'ils ne sont pas publiés, enfin tout ce qui est information. Ensuite, j'ai les informations qu'on considère comme confidentielles. Donc je dis simplement que c'est toutes les informations qui sont transmises par n'importe quel moyen dans le cadre de l'échange. Ça, c'est sur un partenariat R&D où je suis pas conservateur. Mais sinon, on garde la même notion d'information et dans information confidentielle, on dit les informations déposées sur la data room numéro nanana. Là, vous avez un contrat qui est rattaché à quelque chose de concret si vous faites une due diligence par exemple. Propriété intellectuelle, je le définis tout simplement comme les droits sur les informations et je définis comme des droits qui sont enregistrés ou pas enregistrés parce que il y a souvent un abus de langage sur la propriété intellectuelle où tout le monde pense que c'est un titre déposé, mais comme je l'ai montré tout à l'heure, le secret des affaires, c'est de la propriété intellectuelle, c'est à prendre en compte. Les résultats, si je grossis, c'est toutes les informations issues des travaux. Alors, dans les informations, on va avoir aussi des connaissances propres qui ne font pas partie des résultats, mais dans les résultats, on va avoir les connaissances nouvelles. Les connaissances nouvelles, elles vont soit être des résultats propres, soit des résultats conjoints. Soit elles appartiennent à une partie, soit elles appartiennent aux deux. Donc c'est juste pour vous montrer rapidement que quand vous lisez un contrat, la page la plus importante, c'est la page des définitions. Une définition de matériel, par exemple, elle peut changer tout l'équilibre d'un contrat. Le matériel et toutes ses modifications, adaptations et évolutions et améliorations. Et en fait, si le but du projet, c'est de travailler sur le matériel, l'autre partie, elle n'a rien. Donc c'est des choses à prendre en considération. Il y a des petits points à garder à l'esprit quand vous allez rédiger les résultats. Par exemple, si vous savez que votre partenaire il veut quelque chose de très précis,
Allez pas vous tirer une balle dans le pied en disant que tous les résultats sont détenus en copropriété. Le partenaire préférera sûrement voir qu'il a la propriété des résultats dans son domaine qui est bien particulier, et ça lui conviendra peut-être. Donc juste réfléchissez bien à comment vous écrivez vos définitions. Pareil, les définitions, si vous ne vous tirez pas une balle dans le pied en disant que les résultats, c'est tout ce qui sort du projet et ça appartient à telle partie. Bah non, parce que vous aurez peut-être envie de mettre une clause où vous corrélez la cession avec les paiements. Vous n'avez peut-être pas envie de donner les résultats à l'autre partie si elle n'a pas payé sa part du projet. Donc c'est des petits détails comme ça qui sont importants. Ou alors, sous réserve de la clause de réserve de propriété, qui dit que si vous ne payez pas, je récupère la propriété des résultats. Alors cette clause, elle est dangereuse dans les thématiques dont on discute, parce que en général, l'API, elle est amenée à évoluer, céder, licencier, enfin octroyer sous licence. Et si vous avez une clause de réserve de propriété, bon courage pour récupérer, pour démêler le paquet de nœuds une fois que votre partenaire, il a octroyé des licences à 5 personnes différentes. Pareil pour du logiciel, vous allez par exemple divulguer le code source qu'une fois que ce sera payé. Parce que votre manière de faire, votre algorithme, vous n'avez peut-être pas envie de le divulguer. Et du coup, si nécessaire, avec clause 2, alors c'était réserve de propriété, c'était séquestre qui avait marqué là. Si vous faites un logiciel ou quelque chose, c'est pas compliqué, vous allez voir un notaire, ou vous allez voir l'APP, l'Agence pour la protection des programmes, ou vous venez voir un avocat et vous dites, voilà, le projet va durer 18 mois, j'ai besoin de mettre sous séquestre le code source, j'ai besoin que vous conserviez une copie, tant que c'est quelqu'un d'indépendant. Pour rassurer votre partenaire, dites pas que c'est votre avocat qui va s'en occuper, parce que alors déjà, j'accepterai pas, parce que le séquestre, c'est quelque chose qui est censé être neutre. Pour le rassurer, allez voir quelqu'un qui a jamais représenté vos intérêts auprès du partenaire, allez voir un notaire. Pour le pilotage, vous allez définir dans chaque comité les rôles et les pouvoirs, mais aussi quand est-ce qu'on se réunit. Parce que c'est bien, mais surtout quand vous travaillez avec des gros groupes, vous voulez faire une étude de faisabilité, un POC ou quoi, le problème souvent c'est l'engagement. Vous avez quelqu'un qui est super motivé à la signature, puis après ça fait 6 mois que vous n'avez pas de nouvelles du gros groupe. Si vous avez prévu des fréquences de réunion, ils seront obligés de se présenter contractuellement, et du coup ça garde le... Il n'y a pas de limbo où on se demande si le projet est mort depuis 12 mois. La prise de décision, vous allez définir deux choses, le quorum et les modalités de prise. Est-ce que c'est combien de membres il faut? Donc vous êtes sur un consortium par exemple avec, j'ai fait des consortiums où ils étaient 8-9. Vous êtes 8 ou 9, si on a 7 qui se présentent, est-ce qu'on a le droit de prendre une décision? Une fois qu'on a atteint ce quorum, comment on prend la décision? Est-ce que c'est la majorité? Est-ce que c'est l'unanimité des présents? Comment ça se passe? Donc les rôles et pouvoirs du mandataire commun, est-ce que le mandataire commun a le droit de décider tout seul d'octroyer une licence de coexistence alors, je vais peut-être aller dans un cas un peu plus précis, mais si vous déposez un brevet, dans chaque territoire, vous allez avoir un brevet. Bon, maintenant, il y a la juridiction unifiée, mais imaginons que vous ayez fait un brevet européen qui a été validé dans 5 territoires, et en Italie, vous avez un problème, quelqu'un vous attaque en nullité. Souvent, s'il a de très très bons arguments et que vous êtes sûr de perdre le brevet, il vaut mieux lui octroyer une licence que perdre le brevet. Donc ce que vous allez lui dire, c'est je vous propose un accord de coexistence gratuit, comme ça, vaut mieux un oligopole qu'un monopole. Enfin, on perd le monopole, mais vaut mieux un oligopole que rien du tout. Est-ce que le mandataire commun a le droit de faire ça tout seul? Est-ce qu'il a le droit de décider tout seul qu'il va perdre et qu'il vaut mieux signer un accord? Ben, en général, non. Ce qu'on va mettre, c'est qu'il y a des décisions ordinaires et des décisions extraordinaires. Et dans les décisions extraordinaires, il y aura l'abandon, la renonciation, l'octroi de licence exclusive, par exemple. Les licences, par exemple, ça va être licence non exclusive. Mandataire commun, oui. Licence exclusive, non, par exemple. Ça va dépendre des contextes. Rôle du coordinateur, donc c'est sur les notifications. Est-ce qu'il doit aussi faire des comptes rendus de réunion? Est-ce qu'il doit aussi solliciter les gens, organiser, trouver un lieu, etc. Moi, je veux au moins qu'ils reçoivent les notifications adressées au consortium. Petit rappel, des résultats non brevetables, c'est des résultats quand même, et vous pouvez les gérer comme vous géreriez des demandes de brevets. Vous pouvez les céder en totalité, les céder en copropriété, les octroyer en licence, avec ou sans sous-licence, pour tous les domaines, ou certains, pour certains clients ou d'autres, pour certains territoires ou d'autres. Vous pouvez gérer du savoir-faire comme vous gérez, alors c'est plus fragile et plus difficile à maîtriser, mais si vous le faites proprement, vous pouvez octroyer des sous-licences, nantir. Le fait de nantir, c'est de dire que si je viens nantir un brevet, ben, quand je paye pas, la personne récupère le brevet. Apporter en nature, valoriser aux actifs de l'entreprise et immobiliser. Une base de données qui vous a coûté 3 millions d'euros à faire, vous allez en général l'immobiliser. Vous allez en général faire de l'IP Box dessus, et vous allez avoir votre dotation, votre CIR sur les dotations, les amortissements, sur tout ce que sur tous les travaux R&D qui ont permis. Enfin, il faut pas se dire, ah, moi j'ai pas de pays.
parce que j'ai pas de brevet. Ça, c'est vraiment 80% des startups que je rencontre, c'est ça. J'ai pas de pays parce que j'ai pas de brevet. Si vous avez un code source qui a été développé par 4 développeurs pendant 5 ans, c'est la valeur de votre entreprise, elle existe bien quelque part. Normalement, elle est comptabilisée. Scénario 2, c'est de passer 10 000 euros en veille technologique, 10 000 euros en licence sur les connaissances propres parce que vous n'êtes clairement pas parti de zéro, 10 000 euros en prestations R&D et 10 000 euros pour céder la propriété des résultats. Qu'est-ce que ça change? Cette ligne-là, c'est la seule que vous défalquez de votre, en termes de coût R&D, que vous défalquez votre CIR. Vous vous retrouvez avec. Pour votre client, il n'y a rien changé. On n'a rien changé. Il a le même montant de CIR, sous réserve du plafond qui concerne la veille qui est à 60 000. Il va être obligé d'étaler un peu de son CIR parce qu'il va acheter des actifs de pays. Donc normalement, il est censé, le prix de cession des résultats, il est censé l'immobiliser. Donc il va calculer son CIR sur les dotations aux amortissements. Ça peut être un point positif, c'est rarement un point négatif en tout cas. Mais surtout, vous allez déduire que les 10 000 euros de prestations R&D, vous réintégrez 30 000. Enfin, vous réintégrez pas 30 000. Vous réintégrez le coût correspondant aux 30 000 dans vos dépenses des R&D. Vous avez 20 000 euros de revenus qui vont bénéficier d'un IS à 10%, si vous avez bien les bons ratios en interne, si vous faites une activité prédominante en R&D. Et vous avez sécurisé votre CIR parce que vous avez clairement dans vos contrats ce qui relève de l'interne et ce qui relève de l'externe. Plus vous augmentez la valeur, je l'ai pas mis, vous augmentez la valeur de l'entreprise parce que vous montrez sur le papier que vous avez des connaissances propres et que vous n'êtes pas une simple activité de prestation de service. Vous avez des connaissances propres qui ont été valorisées et qui sont exploitées dans vos contrats. Ça, c'est tout bête, mais le fait d'avoir mis sur le papier avec les bons libellés, quand il y a un contrôle fiscal CIR, comme faisait Samuel avant, où ils arrivent, ils regardent le contrat, si vous avez mis les bons libellés en face des bons montants, vous avez augmenté sensiblement votre tour, enfin vos avantages fiscaux, et vous avez... Alors je vous dis pas que vous êtes censé changer votre manière de facturer, je vous dis simplement qu'il y a différents scénarios où il n'y a pas Moi, je suis pas là pour que vous fassiez de la fraude et que vous fassiez au forceps des choses dans certaines cases. Mais dans ce que j'ai dit là, moi, ce que je vois souvent, c'est simplement ça, c'est ils vont mettre une phrase dans le contrat qui dit 40 000 euros de travaux R&D. Et du coup, après, quand on leur demande, on leur dit, c'est quoi? Ah ben là, c'est surtout la licence sur notre module existant, plus le code qu'on va développer. Ou alors, ça, c'est surtout notre modèle qu'on a développé en interne, et on va devoir faire des essais dessus. Mais du coup, votre modèle, vous avez dépensé des millions d'euros et vous n'êtes pas en train de le valoriser dans vos factures. Vous êtes en train de tout défalquer comme si vous commenciez de zéro à chaque fois. Bah non, en fait, il y a des lignes à optimiser. Le problème, alors, c'est pas une critique envers la concurrence en général, mais il y a certains acteurs. Alors moi, je fais du juridique, mais Benjamin, qui évolue beaucoup plus dans le financement de l'innovation depuis belle lurette, ils arrivent en fin d'année, ils prennent tous les résultats, tous les temps, et ils vous calculent votre CIR. Je ne peux pas concevoir que ça se passe comme ça, parce qu'il y a forcément des arbitrages à faire en cours d'année, avant le 31-12, parce qu'après c'est trop tard. Enfin, je sais pas quand vous clôturez, mais après c'est trop tard pour arbitrer. Vous avez prévu un projet de... Enfin, nous, on a des gens qui viennent nous voir pour un partenariat, je vais les mettre avec Benjamin, je vais leur dire, là, il y a un budget de 200 000 euros, on va pas passer 200 000 euros, alors que ça peut être optimisé, ça peut être fait proprement pour exploiter les connaissances propres que vous allez avoir, de la veille technologique parce que ça c'est hors agrément CIR, donc c'est pas censé être défalqué. En tout cas, quand je travaille avec Benjamin ou Samuel sur des contrats, c'est pour vérifier qu'on exploite tous les moyens à notre disposition, tous les outils pour maximiser le retour sur investissement du partenariat. Du coup, c'était principalement ça que j'avais à vous présenter. Si vous avez des questions, alors je sais pas, j'espère que c'était intéressant. J'espère avoir brossé tout le paysage du partenariat R&D un peu dans les grandes lignes. Est-ce que vous avez des sujets en particulier, des points